Depuis 100 ans, Genève est une plaque tournante de l'espionnage. Nous sommes devant le Palais Wilson avec Christophe Vuillemier qui est historien de l'espionnage. Le Palais Wilson est un bâtiment emblématique de Genève, de son rayonnement international, mais aussi de son histoire et notamment de l'histoire de l'espionnage. Monsieur Vuillemier, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? C'est en 1920 que la Société des Nations, qui venait d'être créée après la Première Guerre mondiale, a racheté un hôtel, cet hôtel-là, à qui on allait donner le nom de Wilson, le président américain, en 1925. Avec l'établissement de la Société des Nations, l'activité de renseignement s'est démultipliée de manière assez incroyable, à tel point que Genève est devenue une des grandes plaques tournantes mondiales du renseignement et de l'espionnage. D'ailleurs, de nos jours, c'est toujours le cas. Quand éclate la guerre en 1914, eh bien, Genève, qui est une ville frontière, à côté de la France, devient une plaque tournante pour les Allemands qui veulent rentrer en France en bénéficiant de la neutralité du pays. C'est extrêmement aisé. Les Français font de même, traversent la Suisse en passant par Genève pour rallier l'Allemagne. Et Genève devient ainsi un lieu extrêmement prisé par l'ensemble des services de renseignement des uns et des autres de la plupart des pays belligérants. La Maison royale a accueilli en 1915-1916 l'ex-khedive d'Égypte, c'est-à-dire un gouverneur turc d'origine qui vient s'établir à Genève à peu près à ce moment-là. Une de ses tâches, en fait, c'était de mettre sous surveillance les ennemis de la Turquie qui résidaient en Suisse, des Grecs, des Arméniens notamment. Une descente de police va être effectuée dans ce bâtiment. On va saisir un certain nombre de documents diplomatiques pour certains, mais des documents aussi de renseignement pour d'autres. Le personnage principal, l'ex-khedive, va être arrêté. Et puis, c'est une affaire qui va faire les gros titres de la presse de cette époque. Pour rappel, entre 1914 et début 1919, eh bien, c'est à peu près 120 affaires d'espionnage qui sont découvertes en Suisse, que ce soit à Zurich, au Tessin, à Bâle ou à Genève. Le bâtiment derrière moi a accueilli à partir de 1933 une cellule politique NSDAP, une cellule politique acceptée par les autorités cantonales, constituée de résidents allemands, fréquentés par des sympathisants nazis. Ces gens se réunissaient chaque semaine dans ce lieu qui était mis sous surveillance par la police. Et c'est à partir de là qu'ont été conçues un certain nombre d'opérations de renseignement, puisque ces gens travaillaient soit pour la Société des Nations, soit au sein de maisons influentes à Genève, et avaient pour mission, avaient pour tâche de recueillir des informations à destination de Berlin. Le consulat nazi à Genève, qui se trouve alors dans un autre quartier, avait un personnel constitué pour certains de nazis purs et durs, mais certaines personnes étaient aussi extrêmement réticentes. C'est le cas du vice-consul von Nostitz, qui, malgré son statut de SS, était un noble prussien qui défendait son statut social, mais qui se livrait à du renseignement contre l'Allemagne nazie, en faisant passer par exemple la frontière suisse à des juifs, en donnant des renseignements. L'hôtel Intercontinental est un lieu clé de l'espionnage à Genève depuis des décennies. Il a été fondé en 1965 et c'est assez rapidement, vu sa proximité des organisations internationales, qu'il a été utilisé pour recevoir des têtes couronnées, des présidents, des diplomates, tout au long de la deuxième partie du XXe siècle. 1973, par exemple, entre l'URSS et les USA, qui négociaient la paix au Proche-Orient. En 1985 aussi, on se souvient des accords entre Gorbatchev et Reagan. C'est aussi dans cet hôtel en partie que les négociations ont été menées. Alors, beaucoup plus récemment, en 2015, l'affaire du nucléaire iranien a été négociée ici. Et on se souvient finalement de l'affaire des écoutes qui avaient été découvertes à ce moment-là.
Les activités d'enseignement sont évidemment toujours et systématiquement couvertes par une grande confidentialité. On le comprend, c'est même la nature de ces activités. On estime à l'heure actuelle qu'il y a à peu près un tiers, par exemple, pour citer une délégation, un tiers du personnel diplomatique russe qui se livrerait à des activités d'enseignement. C'est les services de renseignement de la Confédération qui nous le précisent dans leur rapport de 2023. Ce qui implique qu'inévitablement, dans un hôtel de cette nature, on croise tôt ou tard un espion, un agent de renseignement ou quelqu'un qui est en quête d'une information bien spécifique. Aller le découvrir, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué.